Bonjour, je vais présenter la cybersurveillance en entreprise et plus particulièrement l'accès à la messagerie. L'accès Internet, en particulier la messagerie, est devenu à l'égal du téléphone un outil de travail. Il s'avère en effet de plus en plus utile, voire indispensable dans l'exercice professionnel de la plupart des employés. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication sont autant de moyens mis à la disposition de l'employé pour lui permettre d'exécuter son travail. Mais s'il existe une tolérance pour permettre leur utilisation à titre privé, tout est question de proportion. Que dire si une centaine d'emails échangés par jour, sur une centaine d'emails échangés par jour, 75% relevaient de questions privées. En effet, qu'il s'agisse de messages personnels échangés par email ou de la consultation à titre personnel de sites internet, l'employeur subit la perte de temps de travail ainsi que les dépenses associées. De plus, l'employeur doit se prémunir de toute attaque venant d'Internet, comme l'intrusion dans un système informatique, mais aussi contre toute inconséquence ou malveillance de leur personnel, la fuite d'informations, la mise en jeu de l'image de l'entreprise par des communications et le contrôle de l'efficacité de l'employé au travail. La cybersurveillance est donc devenue une nécessité pour les entreprises et les collectivités publiques. Dans ce contexte, l'employeur peut de ce fait opérer un contrôle, par exemple l'interception des messages de son employé, connaître les destinataires de ces messages, l'objet du message, la nature et le contenu des fichiers attachés. Ces moyens permettent donc de surveiller les employés, de les tracer au travers de données émises ou reçues via Internet, de collecter des informations sur leur vie privée, autant de pratiques qui sont dénoncées par les syndicats des employés. En effet, la cybersurveillance, bien qu'elle permette de définir un pôle d'exigence au bénéfice de l'entreprise, heurte un autre point, les libertés du salarié ou de l'agent. Il est communément admis que si l'entreprise est avant tout un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie où par exemple doivent être tolérées des manifestations limitées de la vie privée. Il a donc fallu mettre en place des règles qui ménagent ces deux impératifs, la protection de l'entreprise et le respect de la vie privée. Donc la question soulevée est donc de savoir comment va-t-on concilier le droit de contrôle de l'employeur sur l'outil de travail et le respect de la vie privée de l'employé. Donc je vais m'attacher à l'exemple de la surveillance des courriels en faisant une approche comparative entre la conception américaine, québécoise et française. Donc en ce qui concerne l'approche française, la vision des droits fondamentaux en milieu de travail en France est basée sur une distinction conceptuelle entre la personne et la propriété. En fait, on constate une définition large du droit des salariés au respect de leur vie privée face à leur employeur. C'est-à-dire que même sur les lieux de travail, le salarié bénéficie du respect de ses droits fondamentaux, car ces droits sont intimement reliés à sa personnalité et à sa dignité. L'employeur ne peut violer l'intimité de la vie privée de ses salariés sans le respect de conditions préalables établies par la jurisprudence, mais il doit aussi par exemple se conformer au principe de proportionnalité, c'est-à-dire que toute mesure qui vise à limiter les droits des personnes, les libertés individuelles et collectives, doivent être justement proportionnées à la nature de la tâche et à la finalité poursuivie. Il doit aussi respecter l'obligation d'information des employés. Et enfin, de toute façon, l'atteinte au secret des correspondances et des échanges par voie de télécommunication est pénalement sanctionnée par le Code pénal. Il y a plusieurs décisions qui rappellent qu'il est interdit à l'employeur de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par ses employés. L'arrêt de principe en la matière était celui rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2001, c'est l'arrêt Nikon, qui précise que le salarié a droit même au temps et au lieu de travail au respect de l'intimité de sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, que l'employeur ne peut dès lors, sans violation de sa liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. Donc dans cette affaire, les juges ont estimé que les éléments de preuve collectés dans les messageries de l'employé par l'employeur ont été obtenus de façon illicite et à ce titre ont été écartés des débats. Cette règle va s'appliquer même lorsque l'objet du message n'est pas explicite, à charge pour l'employeur de vérifier les éléments susceptibles de conférer au dit message un caractère manifestement personnel. Un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 2 avril 2003 a également écarté les messages produits par un employeur pour démontrer que son employé créait une société concurrente, car ceci avait été récupéré sur l'ordinateur portable de l'employé sans satisfaire à la demande préalable de ce dernier de se voir restituer ses fichiers personnels.
Donc selon la CNIL, l'employeur doit généralement considérer qu'un message envoyé ou reçu depuis le poste de travail mis à la disposition par l'entreprise ou l'administration revêt un caractère professionnel, sauf indication manifeste dans l'objet du message ou dans le nom du répertoire, où il pourrait avoir été archivé par son destinataire qui lui conférait alors le caractère et la nature d'une correspondance privée protégée par le secret des correspondances. Donc, toutefois, c'est une approche protectrice de la vie privée de l'employé. Elle a été un peu renversée par un arrêt récent de la Cour de cassation du 15 décembre 2009, l'arrêt Bruno B. Cet arrêt énonce qu'en fait, les dossiers et les fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels. Si tel n'est pas le cas, l'employeur peut y avoir accès en dehors de sa présence. Donc en conséquence, l'employeur peut prendre connaissance des courriels sans formalisme particulier et les opposer valablement aux salariés sans risquer l'illicéité de la preuve. Donc là, on voit bien que la Cour de cassation a précisé sa position sur la dimension de l'existence de la vie privée du salarié sur son lieu de travail en restreignant par ses décisions son étendue. L'approche américaine est tout à fait différente. En effet, aux États-Unis, la loi permet aux employeurs de surveiller l'utilisation d'Internet pourvu qu'ils divulguent cette pratique. L'approche américaine des droits des employés dans le milieu de travail est restreinte et émane d'une approche libérale basée sur le droit de propriété et non sur la dignité de la personne. En effet, si l'ordinateur appartient à l'employeur, alors ce dernier aura un droit de regard sur les activités de l'employé lors de l'utilisation des outils mis à sa disposition. L'arrêt de principe, c'est Smith contre Pillsbury, qui énonce qu'aucune personne raisonnable ne pourrait considérer l'interception de cette communication comme étant une intrusion qui porterait atteinte à sa vie privée. Les courriels envoyés donc depuis l'adresse de l'employé peuvent donc être légalement ouverts par l'employeur. De plus, c'est à l'employé de prouver la violation de sa vie privée en remplissant deux critères. Il doit prouver que l'intrusion était raisonnable et que cette intrusion serait choquante aux yeux d'une personne lambda. Il y a eu une jurisprudence récente, donc mai 2012, Falmouth Firefighter Union, qui a été rendue par la Cour supérieure du Massachusetts, qui confirme encore que l'employeur qui accède et examine l'email d'un employé ne viole pas sa vie privée. Donc la position américaine s'explique par le fait que, selon leur approche, les employés sont des fournisseurs de services et non des individus en mesure de revendiquer des droits auxquels ils ont renoncé en acceptant l'emploi. De plus, selon une autre jurisprudence américaine de 2009, l'arrêt Stengart Loving Care Agency, en fait, il souligne que la notion du droit à la vie privée dans le monde de l'entreprise est arbitrairement interprétée en fonction de la politique de l'employeur, car en fait c'est à l'employeur de définir l'étendue de la vie privée dans le monde du travail. Donc maintenant on va passer à l'approche québécoise. Donc de son côté, l'approche québécoise, qui est par nature conforme à la pensée civiliste, apparaît empruntée en tout autre chemin. En effet, les tribunaux québécois semblent tendre vers une approche américaine qui emprunte la logique de la vie privée basée sur la propriété aux dépens de la dignité des salariés. Donc cela se soutient par deux arrêts. Tout d'abord, la question du droit à la vie privée a été encadrée dans un premier arrêt rendu en 1999 par la Cour d'appel dans l'arrêt Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone Firestone. La Cour d'appel a statué que si l'employeur avait des doutes ou des motifs raisonnables de surveiller la prestation de travail d'un employé, cela ne constitue pas un empiètement sur le droit à la vie privée. De plus, la Cour indique qu'en milieu de travail, l'expectative raisonnable de l'employé est moindre que s'il était chez lui. L'étendue de cette expectative raisonnable et donc le degré de la protection de la vie privée dont peut jouir le salarié est déterminé par le comportement de l'employeur. Ce dernier peut en effet circonscrire l'attitude de l'employé en établissant par exemple des politiques claires, indiquant de manière explicite ce qui est autorisé et ce qui est interdit.
dans l'affaire Blais contre la Société des loteries vidéo du Québec en 2003, la Commission des relations du travail, qui a analysé la question du droit à la vie privée, a souligné d'abord que l'employeur qui fournit l'ordinateur, les logiciels et l'accès à Internet, c'est l'employeur qui fournit l'ordinateur, les logiciels et l'accès à Internet, afin que le salarié s'en serve dans le cadre de ses fonctions. Donc, la commission conclut donc que le salarié ne pouvait pas donc ignorer que le contenu des outils que l'employeur mettait à sa disposition relevait davantage de sa vie professionnelle que de sa vie privée. Donc, malgré un cadre juridique protecteur des libertés fondamentales au Québec, les tribunaux québécois, à l'instar des tribunaux américains, semblent interpréter restrictivement le droit au respect de la vie privée des salariés. Donc, en conclusion, si une interdiction générale et absolue de toute utilisation d'Internet à des fins autres que professionnelles ne paraît pas réaliste dans une société d'information et de communication, un usage raisonnable, non susceptible d'amoindrir les conditions d'accès professionnel au réseau, ne mettant pas en cause la productivité, est généralement et socialement admis par la plupart des entreprises ou administrations. À ce titre, l'employeur est fondé à encadrer des conditions d'accès à Internet et d'utilisation de la messagerie à des fins personnelles. La jurisprudence rendue en matière de cybersurveillance tant aux États-Unis, au Québec ou en France est encore qu'à ses balbutiements. Cependant, une tendance semble déjà s'être dessinée. Les juridictions du Québec semblent s'être ralliées à la position libérale des États-Unis en la matière, tandis que la France accorde une position davantage protectrice du droit au respect de la vie privée.